وأكد بأنه مدى العلم الجزائري هو على الرأس، وبأنه كان مجاهدا، المجاهد عمر هلال، بأنه ساهم في استقلال الجزائر. هذا ضحك والله، تعقلها بالله. ما ضحكت، قال لك عمر هلال بأنه خرج احتجاجات من أجل استقلال الجزائر. عمر هلال وشكون في ديك الساعة؟ غريب جدا. شحال العمر ديال عمر هلال بالمناسبة؟ شحال عنده؟ 70 سنة على سبيل المثال. عموما قال لك بأنه ساهم، خرج واقيلا هو كان في ماذا؟ كان عنده 3 شهور ولا كان عنده 4 شهور، كرش مو على سبيل المثال. غريب جدا. قال لك ساهم، هذا عمر هلال يتحدث، قال لك ساهم وخرج في حركات ديال التلاميذ من اجل استقلال ديال الجزائر، وبان العالم الجزائري على العين والراس. اي يا اخي الكريم، امريكا وما تستطيع القيام به بسبب كذلك هذا ما يتعلق كذلك بهذه السيكولوجيا، وكذلك تتعامل امريكا مع دبلوماسيه ديال البلطجه وغبيه جدا. اليوم يتم التحقيق معهم وكذلك ردعهم فيما يتعلق يعني بالخطاب وتحرجهم. كانت هناك دعوة من الملك المغربي لنتنياهو بزيارة المغرب، ألا تزال هذه الدعوة قائمة؟ أنا هنا لكي أتكلم على القرار 27-97 ولست هنا لكي أتكلم على الدعوات التي أرسلها صاحب الجلالة، ولكن كل الملفات مرتبطة كما تعلم سفير عمر. إذن لا تريد الإجابة على هذه الجزئية، ولكن الملفات مرتبطة، يعني هناك من يقرأ في اعتراف إدارة ترامب بمغربية الصحراء مكافأة على التطبيع مع إسرائيل. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لم يكن اعترافه، لم يكن مكافأة للمغرب. مواقف الولايات المتحدة دائما كانت دائمة للجهود المغربية لحل هذا المشكل. وأريد أن أذكر هنا أن طبعا هذه ربما رد خير لما فعله المغرب منذ 1.5 قرن لما كان المغرب أول. Bienvenue, aujourd'hui on part d'un détail, vraiment un tout petit détail, quelques secondes à la télévision. Quelques secondes d'hésitation d'un ambassadeur. Et notre mission, c'est de voir comment cette petite fissure dans le discours officiel révèle en fait des tensions tectoniques. Oui, et c'est fascinant de voir comment un mot qui trébuche, un simple lapsus, peut devenir un enjeu géopolitique. Ce n'est pas qu'un lapsus alors. Ah non, c'est bien plus, c'est un révélateur. En quelques secondes, l'ambassadeur marocain à l'ONU, Omar Hilal, il a touché au dogme. Alors ce dogme, expliquez-nous. Parce que de l'extérieur, la position du Maroc, elle semble monolithique, c'est un bloc. Exactement. Et la ligne officielle, le fameux dogme, c'est le plan d'autonomie que le Maroc a présenté en 2007. D'accord. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On était dans une impasse totale sur l'organisation d'un référendum. Personne n'arrivait à se mettre d'accord sur qui est le droit de voter. La question explosive. C'est ça. Du coup, le Maroc arrive avec ce que beaucoup de capitales ont appelé une troisième voie. L'idée, en apparence, est simple. Une gestion locale très, très large, avec un gouvernement, un parlement, mais sous souveraineté marocaine. Voilà. C'est le point clé. Et Rabat présente ça comme la seule initiative sérieuse, crédible et réaliste. Le dogme, c'est que ça, ce n'est pas négociable dans son principe. C'est la base de tout. Et c'est la fin de tout. Donc, quand l'ambassadeur Hilal, en direct, semble admettre que d'autres options sont, je cite, envisagées par l'ONU, il brise le plafond de verre que son propre pays a installé. C'est ça. Exactement. Il ouvre une brèche, il laisse entendre que la porte n'est peut-être pas complètement fermée, ce qui, ça contredit 15 ans de martèlement diplomatique. C'est un peu comme si le patron de Coca-Cola disait que, le Pepsi, c'est pas si mal. Et j'imagine qu'à Alger, le son de cette petite phrase a dû résonner très fort. Ah oui, ils se sont jetés dessus, évidemment. Les médias algériens ont fait tourner l'extrait en boucle. Ça a dû être la fête. Pour eux, c'est la preuve, l'aveu involontaire que le Maroc sait que sa position n'est pas la seule issue. C'est une victoire symbolique immense. Et ils en ont profité pour ressortir les vieux dossiers, j'imagine. Bien sûr. Des commentateurs ont rappelé que le Maroc, juste après son indépendance, a soutenu plein de mouvements de libération en Afrique. Et du coup, la question qu'ils posent, elle est brutale. Comment on peut défendre l'indépendance des autres et la refuser chez soi? C'est une question rhétorique, bien sûr. Mais ce soutien de l'Algérie au Front Polisario, est-ce que c'est purement idéologique, ce fameux droit des peuples, ou c'est avant tout un levier stratégique contre le Maroc? C'est la question à 1 million. Et la réponse est sans doute un peu des deux. Officiellement, Alger dit ne pas être une partie au conflit. Leur ligne est claire. Nous sommes un pays voisin, on soutient l'ONU et le droit à l'autodétermination.
C'est une position de principe ancrée dans l'histoire de la décolonisation. Mais il y a forcément une autre lecture. Impossible de nier la dimension stratégique. Pour Alger, un État sahraoui indépendant, ça serait un allié. Et surtout, ça empêcherait le Maroc de devenir cette grande puissance atlantique qui s'étendrait jusqu'à la Mauritanie. Ça encerclerait l'Algérie en quelque sorte ? De facto, oui. Le Sahara occidental, c'est devenu l'échiquier sur lequel les deux puissances s'affrontent sans jamais se faire la guerre directement. Donc le Front Polisario, finalement. Il est à la fois un mouvement de libération, pour certains, et un pion pour d'autres. C'est une façon de le voir, oui. Pour le Polisario et pour les Sahraouis dans les camps de réfugiés de Tindouf, la lutte est existentielle. Ils se voient comme le dernier peuple d'Afrique qui attend sa décolonisation. Pour eux, une solution sans l'option de l'indépendance, c'est incomplète et irréalisable. Ils s'appuient sur le droit international pour ça. Exactement. Sur des décennies de résolutions de l'ONU qui parlent de ce référendum. Pour Alger, soutenir cette cause, c'est à la fois défendre un principe et servir ses intérêts. Les deux ne s'excluent pas. On parle beaucoup de diplomatie, de mots pesés à New York, à Rabat. Mais pendant ce temps, sur le terrain, ça se passe comment? Est-ce que ce débat a un impact concret sur la vie des gens? Un impact radical. Et c'est là qu'on voit deux réalités qui ne se croisent jamais. C'est-à-dire? D'un côté, dans les villes contrôlées par le Maroc, comme Laayoune ou Dakhla, vous avez des investissements massifs. Des ports, des aéroports, des usines. Le Maroc dépense des fortunes pour développer ses provinces du Sud. C'est la stratégie de l'attachement développemental, comme ils disent. L'idée, c'est que l'économie et les emplois vont rendre la souveraineté marocaine désirable. C'est ça. On parie sur le portefeuille plutôt que sur le bulletin de vote. Le message, c'est « Regardez ce que le Maroc construit pour vous. L'avenir est avec nous ». Et de l'autre côté? De l'autre, vous avez les camps de réfugiés de Tindouf. Et là, les rapports des ONG décrivent des conditions de vie extrêmement difficiles. Une dépendance quasi totale à l'aide internationale, un climat hostile et surtout un avenir bouché pour des jeunes qui n'ont connu que l'exil. Ça fait presque 50 ans que ça dure. Oui, près de 50 ans. 2 générations sont nées là-bas, avec le récit de la patrie perdue. On a donc une stratégie du fait accompli économique d'un côté et une stratégie de la mémoire de l'autre. Est-ce que le développement peut vraiment effacer la revendication politique ? C'est toute la question. Et l'histoire montre que, non, en général, ça ne suffit pas. Ça peut atténuer les choses, créer des liens, mais ça ne remplace pas une aspiration identitaire. C'est ce que disent les organisations des droits de l'homme, qui documentent encore les tensions, les manifestations. Le politique finit toujours par revenir. Et face à ça, la fameuse communauté internationale, elle fait quoi ? On entend les mêmes résolutions de l'ONU chaque année qui exhortent les parties. Ça sonne un peu creux, non ? C'est un langage très prudent, calibré pour ne froisser personne. Et ça reflète une division profonde. Officiellement, tout le monde soutient l'envoyé de l'ONU. Mais en coulisses... Les grandes puissances sont partagées. Complètement. Les États-Unis, sous Trump, ont reconnu la souveraineté marocaine. C'était une rupture. L'administration Biden est plus nuancée mais n'est pas revenue dessus. La France est un allié historique du Maroc. Elle trouve le plan d'autonomie sérieux. L'Espagne aussi, récemment ? Oui, l'Espagne, après avoir beaucoup hésité, s'est alignée. Mais de l'autre côté, la Russie, la Chine sont plus sur la ligne traditionnelle, celle de l'autodétermination. Ce qui est plus proche de la position algérienne. Exactement. Le résultat, c'est un blocage. Personne ne veut vraiment imposer une solution. Et l'ONU, prise au milieu, essaye de rester neutre, ce qui pour beaucoup ressemble à de l'impuissance. Impuissance, ou peut-être une forme de complaisance calculée. Après tout, ce statu quo, il empêche une guerre ouverte. C'est une lecture cynique, mais probablement très juste. Ce statu quo, où personne ne gagne vraiment, mais où personne ne perd tout, ça arrange peut-être du monde. Ça évite une guerre entre Alger et Rabat qui serait catastrophique. Mais à quel prix ? Au prix d'une population prise en otage et d'une tension qui paralyse tout le Maghreb. Les frontières terrestres sont fermées depuis 1994. Il n'y a aucun dialogue politique direct. Ce conflit est le symptôme de cette rivalité. Une rivalité qui se joue aussi dans les médias, j'imagine. Chaque camp a sa propre vérité et la moindre déclaration devient une arme. Absolument. Les médias des deux côtés sont des acteurs du conflit. Ils mobilisent l'opinion, diabolisent l'adversaire, on est très loin d'objectivité. Ils creusent des fossés de méfiance entre les peuples. Dans ce contexte, on entend parfois parler, dans les couloirs de l'ONU, d'une formule hybride. C'est un joli mot, mais concrètement, ça veut dire quoi ? C'est une tentative de sortir du choix binaire, autonomie ou indépendance. On pourrait imaginer une autonomie très poussée, garantie internationalement, avec une clause de révision au bout de 15 ans par exemple. Une sorte de souveraineté partagée ? Ou une décentralisation extrême. Les juristes peuvent imaginer plein de schémas. Mais le problème, c'est pas la technique. C'est le manque total de confiance.
sans un minimum de détente entre Rabat et Alger. Aucune formule ne marchera. Donc, cette hésitation, l'ambassadeur, au final, c'est peut-être juste un épisode médiatique de plus destiné à être oublié. À court terme, oui. Les positions vont sûrement se durcir pour compenser. Mais à long terme, ce lapsus est précieux. Il a rappelé que le statu quo est très précaire et que le langage lui-même est un champ de bataille. La vraie guerre aujourd'hui, elle est là. C'est une guerre de légitimité. Ce qui nous amène à une conclusion assez vertigineuse. La solution, si elle existe, n'est peut-être pas dans un texte de loi. Non, pas seulement. Le vrai enjeu, c'est le contrôle du récit. Le camp qui parviendra à imposer ces termes, autonomie pragmatique contre autodétermination légale, gagnera la guerre diplomatique. La solution passera par la reconnaissance que le récit de l'autre a aussi une part de validité. Et on en est très loin. Très, très loin. Alors, la vraie question qui reste, ce n'est pas tant de savoir si une solution est possible. C'est de savoir si le conflit lui-même n'est pas devenu plus important que sa résolution. Si, au fil des ans, ce dossier n'est pas devenu un pilier des identités nationales, un outil de pouvoir, transformant ce qui devrait être un pont en une barrière permanente. Et si c'est le cas, comment on tourne une page pareille ? Alors, le point de départ de notre analyse aujourd'hui, c'est une scène. Presque théâtrale. On a un diplomate de haut rang, chevronné, un habitué des joutes verbales feutrées des Nations Unies. Et face à lui, une question en apparence toute simple, très directe. Mais sa réaction, elle est tout sauf diplomatique. C'est un effondrement. Oui, un effondrement direct. On sent un malaise palpable, un discours qui se brise. Et c'est justement dans ces fissures que se révèle, je crois, la vraie nature des enjeux. Comment une simple question sur une invitation officielle peut-elle provoquer un tel séisme ? Parce que cette question, en fait, elle n'est pas simple du tout. C'est un détonateur. Ah oui. Elle vient toucher le cœur du paradoxe de la diplomatie marocaine actuelle. Un paradoxe qui est devenu intenable. Elle expose une contradiction fondamentale entre, d'un côté, des engagements internationaux pris au plus haut niveau, d'accord, et de l'autre, une réalité intérieure, une opinion publique qui non seulement n'adhère plus, mais qui est, je dirais, activement hostile. Ce qu'on a vu, ce n'est pas juste l'embarras d'un homme, c'est celui de toute une stratégie qui se retrouve exposée en pleine lumière. Alors justement, revenons sur les faits, sur cette séquence qui dure à peine quelques minutes, mais qui en dit très long. Le cadre, c'est un point presse. Les micros sont ouverts, les caméras tournent. Oui. Et la question est posée par un journaliste. L'invitation du roi du Maroc à Benjamin Netanyahou pour visiter Rabat est-elle toujours d'actualité ? Bon, la réponse attendue, dans le jargon diplomatique, ce serait un oui, un non ou une petite pirouette, non ? Exactement. Une porte de sortie honorable, une formule du type « les contacts se poursuivent ». Voilà. Mais au lieu de ça, la toute première réaction du diplomate, Omar Hilal, c'est la déviation. C'est une manœuvre d'évitement quasi instinctive. Il change complètement de sujet et il répond en parlant de la résolution 2797 du Conseil de sécurité. C'est une tactique de diversion classique, ça. Très classique. Quand le terrain est miné, on déplace le débat sur un sujet qu'on maîtrise. Qu'on maîtrise mieux. Et qui est moins sensible, surtout. Mais là, c'était presque caricatural. Le journaliste ne parlait absolument pas du Conseil de sécurité. La manœuvre était beaucoup trop visible pour fonctionner. Ah oui! On aurait dit un conducteur qui donne un coup de volant brutal pour éviter un obstacle, mais qui finit par attirer l'attention de tout le monde sur ce qu'il essayait de cacher. C'est exactement ça. La transparence de la manœuvre a tout révélé. Elle a signalé une double angoisse. Premièrement, l'angoisse de ne pas vouloir admettre publiquement le maintien d'une invitation devenue profondément, je dirais même viscéralement impopulaire au Maroc. Confirmer l'invitation aurait été incendiaire. Absolument. Et deuxièmement, et c'est là qu'il est pris en étau, l'angoisse de ne pas vouloir l'annuler officiellement, pour ne pas froisser l'allié israélien et surtout l'allié américain qui est le parrain de tout l'accord. Annuler serait vu comme une trahison. Exactement. Il est donc coincé. Coincé entre son opinion publique et ses alliances stratégiques. C'est une position intenable. Et l'interlocuteur, visiblement, il l'a bien compris. Ah, ça oui. Il ne lâche pas l'affaire, il insiste. Et c'est là que la tension monte d'un cran. Il lui lance cette petite phrase qui sonne comme une évidence, mais qui est en réalité une bombe. Hein ? Mais tous les dossiers sont liés, comme vous le savez. Et cette phrase, c'est le déclencheur. Oui, c'est le véritable déclencheur de la panique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce si problématique d'admettre ce lien ? Ce n'est pas le fondement même de la géopolitique, ça ? Tout est toujours lié ? C'est une évidence pour nous, pour les analystes, oui, mais c'est le tabou absolu du discours officiel marocain depuis décembre 2020. Ah, d'accord.
Admettre que le dossier du Sahara, la normalisation avec Israël et la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur ce territoire sont intrinsèquement liés. C'est admettre la nature transactionnelle de l'accord. C'est dire publiquement? C'est dire publiquement, oui, la reconnaissance de notre souveraineté sur le Sahara a fait l'objet d'une monnaie d'échange. Ce qui est pourtant la réalité factuelle de l'accord, non? C'était un donnant-donnant. Bien sûr. Mais toute la rhétorique officielle s'est construite sur une fiction. Laquelle? Celle que la reconnaissance américaine était l'aboutissement naturel et logique d'une relation historique, la simple correction d'une injustice. Et que la normalisation avec Israël était une décision souveraine, parallèle, mais distincte. Reconnaître le lien, comme le journaliste l'y contraint, c'est dynamiter ce narratif qui a été si soigneusement construit. C'est admettre que le soutien sur le dossier existentiel du Sahara a eu un prix, et que ce prix, aujourd'hui, est devenu exorbitant aux yeux de la population. Et face à cette mise à nu de la transaction, de ce qui devait rester dans l'ombre, c'est l'effondrement. Total. Sa réponse devient une litanie, une boucle mécanique. C'est presque absurde. On les a comptés, ils répètent plus de 15 fois la même chose. Ce n'est pas de ma compétence. Non, 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 non. Le langage corporel, la panique dans la voix, tout est frappant. C'est vrai. On ne voit plus un diplomate aguerri qui maîtrise son sujet. On voit un homme aux abois. Un système qui court-circuite. C'est bien plus qu'un simple moment de faiblesse. Pour moi, ce n'est plus de la diplomatie. C'est un acte manqué freudien à l'échelle d'un État. Ah oui, carrément. En analyse géopolitique, une telle répétition, ce n'est jamais anodin, jamais. Ça indique plusieurs choses. D'abord, un profond embarras personnel, ça c'est évident. Mais le plus important, c'est ce que ça révèle de l'appareil d'État en amont. C'est-à-dire ? Cette répétition signifie l'absence totale de talking points officiels, d'instructions claires de sa hiérarchie sur comment gérer ce sujet précis. Ce qui est incroyable pour un sujet aussi sensible. On imagine que les diplomates sont briefés sur tout, surtout sur les points chauds. Justement, l'absence de briefing est l'information la plus cruciale ici. Elle signifie que le sujet de l'invitation de Netanyahou est devenu si toxique, si radioactif en interne, qu'aucune ligne de communication n'a été préparée. Le pouvoir central lui-même est paralysé, incapable de formuler une position défendable. Donc on ne donne aucune consigne. Voilà. On laisse le diplomate en première ligne, complètement démuni. C'est une peur panique des conséquences de n'importe quelle déclaration dans un contexte de rejet populaire massif. Chaque mot pourrait être une mine. Donc le silence de la hiérarchie devient un piège pour ses propres représentants. Ce « non, non, non » répété, ce n'est plus une réponse aux journalistes. Non. C'est un bouclier verbal, un mantra pour ne rien dire qui puisse se retourner contre lui ou contre son gouvernement. C'est une stratégie de survie, pas de communication. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne peut rien dire. Le déni de compétence, le « ce n'est pas de ma compétence », c'est le dernier refuge quand on ne peut ni confirmer, ni infirmer, ni même commenter. C'est l'aveu d'une impasse stratégique totale. Après cette phase de panique pure, il essaie quand même de reprendre pied. Et là, quand le présent est un piège, son réflexe, c'est de fuir dans le passé. Classique. Il convoque l'histoire avec un grand H. Il sort l'argument classique, presque un mantra de la diplomatie marocaine. Le Maroc a été le premier pays au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis en 1777. L'idée, c'est de présenter la reconnaissance américaine sur le Sahara comme un juste retour des choses, un renvoi d'ascenseur historique, avec seulement 2 siècles et demi de retard, quoi. Un argument un peu usé, non ? C'est un argument qui ne résiste pas une seule seconde à l'analyse factuelle. C'est une tentative de construire une noblesse historique à ce qui est, en réalité, une transaction très pragmatique et contemporaine. Il suffit de poser des questions simples. Explicite, les déclarations officielles américaines de l'époque, sous l'administration Trump, ne laissent aucune place au doute. Le tweet de l'ancien président américain était d'une clarté brutale. Il faut le rappeler. Il disait en substance « Aujourd'hui, j'ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il est donc approprié que nous reconnaissions leur souveraineté. » Et juste après, il enchaîne sur la normalisation avec Israël comme étant la contrepartie. C'était écrit noir sur blanc. Les 2 décisions étaient publiquement et explicitement liées. Absolument. Tenter de les déconnecter aujourd'hui, c'est de la réécriture de l'histoire en temps réel. C'est donc une tentative de purifier la reconnaissance américaine de son lien transactionnel avec la normalisation.
De laver l'accord de son péché originel, en quelque sorte. C'est exactement l'objectif. Construire un narratif alternatif a posteriori. Un narratif qui présenterait deux événements parallèles, mais distincts. D'un côté, une relation historique, quasi romantique avec les États-Unis, qui aboutit logiquement à cette reconnaissance. De l'autre, une décision souveraine de normaliser. Le problème, c'est que les faits ne collent pas. Les faits, les déclarations et le calendrier contredisent frontalement ce récit. L'insistance même à dire « ceci n'a rien à voir avec une transaction » est la meilleure preuve qu'il s'agit bien d'une transaction. Alors, ce qui se dessine, c'est un retournement complet de situation. Ce qui était vendu en 2020 comme une victoire diplomatique majeure, un coup de maître, oui, est devenu en quelques années une source d'embarras, un passif extrêmement lourd à gérer. Précisément. La normalisation est passée du statut de levier stratégique à celui de fardeau politique. Le Maroc est face à un dilemme qui semble insoluble. D'un côté, sur le plan intérieur, une opinion publique massivement hostile, des manifestations régulières, une pression énorme. De la société civile, des partis? Oui, des partis de gauche, des mouvements islamistes. Le consensus national sur le rejet de la normalisation est quasi total. Et de l'autre côté, sur le plan extérieur? De l'autre côté, une pression constante pour maintenir les engagements pris dans le cadre des accords d'Abraham. Ces accords sont la contrepartie, la garantie du soutien de Washington sur le dossier du Sahara. Le Maroc ne peut pas se permettre de perdre ce soutien américain. C'est le pilier de toute leur stratégie. Exactement. Donc Rabat se retrouve dans une position impossible. Elle veut conserver les bénéfices de l'accord, la position américaine sur le Sahara, sans en payer le prix politique et populaire. C'est-à-dire l'affichage d'une relation normalisée et chaleureuse avec Israël. Voilà. Et l'invitation à Netanyahou, dans ce contexte, devient le symbole ultime de ce prix devenu trop élevé à payer. C'est le point de friction maximal. C'est la cristallisation de tout le problème. Tout à fait. Cette invitation est un fantôme qui hante la diplomatie marocaine. Elle n'est ni confirmée, ni annulée. Elle est dans un entre-deux, un état quantique suspendu. Si on la confirme, ça met le feu aux poudres à l'intérieur. Ce serait une provocation insupportable. Et si on l'annule officiellement, ce serait perçu comme une rupture des engagements par les partenaires américains et israéliens, avec des conséquences potentiellement très négatives sur le dossier du Sahara. C'est donc une carte brûlante qu'on cache sous le tapis, en espérant que personne ne la voie. Sauf qu'un journaliste l'a vue. La sortie. La sortie de sous le tapis et a demandé à tout le monde de le regarder en face. Et la réaction, ça a été la panique. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette situation marocaine est en fait un miroir grossissant des failles de toute l'architecture des accords d'Abraham. Ces accords ont été conçus comme des pactes entre gouvernements, des arrangements stratégiques au sommet, en ignorant ou en méprisant les opinions publiques. L'idée, c'était que les bénéfices économiques et sécuritaires finiraient par convaincre. Une sorte de ruissellement géopolitique. Qui n'a manifestement pas eu lieu. Pas du tout. Au contraire, les événements régionaux depuis 2021 ont creusé encore plus le fossé entre les dirigeants signataires et leur peuple. La normalisation, qui devait être un facteur de stabilité, est devenue un facteur de tension interne dans plusieurs pays. Le cas du Maroc est le plus visible. Le plus visible, mais des pressions similaires existent ailleurs. Finalement, cet incident, cette séquence de quelques minutes à peine, révèle peut-être une faille bien plus profonde, presque philosophique. Une diplomatie peut-elle durablement fonctionner en porte-à-faux avec sa propre opinion publique? Surtout sur des sujets aussi passionnels, aussi identitaires. C'est toute la question. Et l'histoire récente est remplie d'exemples de constructions géopolitiques bâties d'en haut par des accords entre dirigeants qui se sont effondrés parce qu'elles n'avaient aucun ancrage dans la société. Un accord qui n'est pas soutenu par les peuples reste un arrangement fragile. À la merci du moindre changement politique. Ou de la moindre crise régionale. Il ne repose que sur la volonté de quelques dirigeants. Ce qui pose une autre question pour l'avenir, qui est peut-être encore plus vertigineuse. Oui. Que se passe-t-il quand l'un des piliers de votre stratégie, ici, la relation normalisée avec Israël, devient lui-même un facteur majeur d'instabilité, non seulement pour votre propre opinion publique, mais pour la région tout entière? Que faites-vous quand l'atout que vous pensiez avoir acquis se transforme en un risque systémique? C'est une question sans réponse simple. Le silence embarrassé d'un diplomate, ses répétitions paniquées, peuvent parfois en dire beaucoup plus long sur les failles d'un système que tous les communiqués officiels et toutes les déclarations triomphantes. C'est le son que fait une stratégie qui se fissure.